Je vais être très honnête avec vous, depuis 10 ans que je fais des vidéos sur One Piece, l'année m'ayant le plus marqué parmi toutes est inévitablement l'année 2022. Du début à la fin, cette année a répondu à tous les désirs, toutes les attentes que je pouvais avoir de One Piece avec un plot twist inattendu sur la véritable forme de Luffy et la nature cachée de son fruit du démon se révélant être un Zoan mythique. Après 4 longues années, Wano Kuni s'est également conclu en 2022 avec le sacre de Luffy en tant qu'empereur, en même temps que Baggy le clown qui est d'ailleurs devenu la tête d'affiche principale de la Cross Guild, résultat de son alliance avec Crocodile et Mihawk. Les primes ont explosé également, et puis il y a eu un enchaînement de plusieurs événements, comme la découverte que Luffy cachait un autre rêve qu'il ne nous a jamais révélé, ou encore le début de l'arc Egghead, qui sera l'arc ayant condensé le maximum de révélations sur le lore de One Piece en un minimum de chapitres. Mais ce n'est pas tout, et rien qu'au titre de la vidéo, vous aurez bien compris que j'ai éludé volontairement un événement d'une ampleur absolument exceptionnelle provoqué par le personnage le plus mystérieux de One Piece à ce jour. La disparition de Lulusia par Imu en utilisant Mother Flame, une île, un pays, un royaume entier a été littéralement rayé de la carte par le roi du monde. Lulusia ? Aucun pays de ce nom n'a jamais existé. Cet événement remonte à plus de 2 ans maintenant, mais il n'a jamais été autant d'actualité de se demander qui sera la prochaine cible d'Imu, quelle prochaine île sera détruite et effacée de l'histoire. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Préparez-vous un truc à boire et à manger, et puis... attendez. Hop, bah oui, oubliez pas le petit like pour le référencement, et dites-moi en commentaire si oui ou non, d'après vous, Imu va prochainement réutiliser cette arme. Allez, merci à tous. Alors déjà, avant de commencer à lister les îles qui risquent de subir le courroux vengeur de Imu, il serait pertinent de mettre à plat tout ce que l'on sait de l'arme antique utilisée pour détruire Lulusia et même de quoi Oda aurait pu s'inspirer dans sa création. Pour le coup, Vegapunk nous a apporté énormément d'éléments supplémentaires pour mieux comprendre ce qui s'est passé durant son grand message adressé au monde. Tout d'abord, il faut comprendre que contrairement à ce que l'on pourrait croire suite au chapitre 1086, eh bien ce n'est pas Mother Flame qui a détruit Lulusia, mais l'arme antique qui a été alimentée par Mother Flame. C'est la révélation choc faite par Vegapunk au chapitre 1116, Mother Flame, une source d'énergie exceptionnelle, une flamme éternelle que le plus grand scientifique du monde a mis au point, a été partiellement dérobé. Ce fragment que York a en réalité volé pour l'échanger au gouvernement mondial a été utilisé pour activer une arme antique, celle qui effaça Lulusia de la surface de la Terre. Pour faire un peu plus simple, ce que nous avons vu au chapitre 1060 est officiellement la première utilisation d'une arme antique visant à détruire et à semer la terreur, comme toute bonne arme antique qui se respecte. Toujours dans le chapitre 1086, chapitre qui met en scène le premier ordre d'Imu au Gorosei d'utiliser cette arme pour détruire Lulusia, nous apprenons toutefois que le gouvernement ne semble pouvoir l'utiliser à son bon vouloir. C'est ce qui sera confirmé plus tard à la toute fin du chapitre 1113, quand les doyens révéleront vouloir préserver le réacteur à fusion d'Egghead pour continuer de générer Mother Flame et donc continuer d'alimenter cette arme antique. Si l'histoire autour de la destruction de Lulusia est de plus en plus claire, il nous manque la confirmation d'énormément de points qui peuvent encore une fois tout changer. Quelle arme antique a été utilisée? Est-ce qu'Imu est la seule à pouvoir l'utiliser ou n'importe qui mettant la main dessus peut le faire? Quelle est la véritable raison pour que Lulusia soit détruite? Pour toutes ces questions, nous n'avons que des pistes, aucune confirmation définitive. L'arme antique utilisée peut très bien être Pluton ou même Uranus, de puissants arguments se retrouvent chez l'un ou l'autre. Par exemple, nous savons très bien que Pluton est censé être un bateau, et donc naviguer par voie marine. Toutefois, c'est également une machine qui s'est élevée dans le ciel de Lulusia. De plus, cette arme est alimentée par le feu, un élément symbolique des enfers dont Pluton est le dieu. Pour finir, et jusqu'à présent, Pluton est la seule arme antique à s'être vu attribuer le pouvoir de détruire une île sans laisser de traces. Bon, là je vous l'accorde, un trou béant de plusieurs kilomètres de diamètre, j'appelle pas ça aucune trace. Il y a bien un problème, vous allez me dire que Pluton se trouve déjà sous Wano Kuni, n'est-ce pas? C'est vrai, mais vrai aussi que Pluton est une arme antique pouvant être construite avec les plans nécessaires, adéquats. Qu'Imu possède une copie de Pluton quand l'original est caché dans les profondeurs de Wano, ou vice versa, est un scénario ma foi envisageable. Je trouve ces hypothèses concluantes et pourtant ce n'est même pas la meilleure, car l'autre arme antique ayant pu être utilisée par Imu serait ni plus ni moins qu'Uranus, la dernière des armes antiques. On ne sait strictement rien de cette arme, si ce n'est que son lien avec le dieu du ciel devrait faire d'elle une arme antique aérienne et c'est pourquoi ça la rend d'autant plus cohérente avec son utilisation par Imu sur Lulusia. Après avoir dévoilé son existence à la fin de l'arc des Hommes-Poissons, Oda n'a plus jamais mentionné une seule fois cette arme antique en bientôt 500 chapitres de parution. Je sais même pas si la plupart des mangas arrivent un jour à publier 500 chapitres, et pour Oda, c'est le temps qu'il met à faire apparaître une de ses armes antiques. On peut alors espérer que cette arme se dévoile au travers du gouvernement mondial et de Imu. D'ailleurs, si vous avez vu et aimé ma théorie sur Imu étant l'arme antique Uranus, parue quelques mois avant le chapitre 1060 et la disparition de Lulusia, vous comprendrez que le roi siégeant au sommet du monde aurait toutes les raisons
raison de posséder l'arme antique la plus dévastatrice ayant jamais existé. Que ce soit donc Pluton ou Uranus, qui reste quand même ma théorie de prédilection, rien ne dit pour le moment qu'Imu soit la seule à pouvoir l'utiliser. Elle commande son utilisation et décide d'où et quand le fléau du ciel s'abattra, mais encore à ce jour, nous ne sommes pas en mesure de confirmer qui peut l'utiliser. Et finalement, même en cherchant à savoir pourquoi Lulusia précisément a subi le courroux de cette arme antique, eh bien les réponses ne sont pas d'une évidence absolue. D'après Imu, c'est simplement parce que ce pays est proche. Ça pourrait être une explication valable si ce n'était pas précisément l'île où s'est rendu Sabo qui venait de découvrir la véritable apparence des 5 doyens et l'existence d'Imu. Chez moi, j'appelle pas ça une coïncidence, et je pense très sincèrement qu'Imu a su où s'était rendu Sabo et a cherché à l'atomiser avec cette arme antique tout en effaçant en même temps la révolution sur Lulusia. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, on peut être certain d'une chose en particulier, on ne sait rien ni de cette arme antique, ni de son fonctionnement, ni de son maître. Alors dans ces conditions, pourquoi suis-je tant persuadé que sa menace ne cesse de peser sur One Piece? Pourquoi faudrait-il qu'une autre île soit attaquée ou détruite par cette arme? La réponse est des plus simples et se compose de 2 arguments. Le premier est que le monde sera englouti, c'est la prédiction de Vegapunk car c'est ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. L'utilisation excessive des armes antiques a profondément changé la géographie du monde, engloutissant de nombreux pays. La destruction de Lulusia et l'utilisation de l'arme antique en question a alors déjà augmenté de 1 mètre le niveau global de la mer, causant plusieurs catastrophes. Donc le niveau de l'eau va encore augmenter, résultat de nouvelles utilisations d'armes antiques, dont celle ayant détruit Lulusia. Deuxièmement, l'argument principal à mon sens, le gouvernement a mis la main sur Mother Flame à la fin d'Egghead. Le Punk Record a pu y échapper, mais la source d'énergie infinie alimentant l'arme antique est désormais à l'entière disposition d'Imu. C'est exactement ce qu'ils recherchaient car désormais, ils n'auront plus qu'à se contenter d'un morceau de Mother Flame dérobé par York. Ils ont la Mother Flame. Maintenant, s'ils désirent réutiliser cette arme antique, ils pourront le faire, plus rien ne peut les empêcher. Ils ont de quoi l'alimenter. Alors oui, ce point bien précis m'a purement et simplement convaincu de la réapparition très prochaine de la plus grande menace du ciel. J'aimerais maintenant prendre quelques instants pour conclure et compléter cette partie. Je ne sais pas à quoi ressemble exactement l'arme utilisée pour détruire Lulusia, mais si Oda s'est inspiré d'une arme mythologique, comme il a l'habitude de le faire, cela pourrait être le Brahmastra des mythes hindous. Le Brahmastra, c'est une arme céleste qui déclenche des éclairs, du tonnerre et des colonnes d'énergie et de feu, annihilant tout sur son passage, exactement ce qu'on a vu à Lulusia. Et attention, sa forme ultime, le Brahmashira Astra, est décrite comme l'arme la plus destructrice, capable d'effacer l'existence d'une personne du passé, du présent et du futur. Cela correspond aux paroles du Gorosei disant que Lulusia n'a jamais existé, ni dans le passé, ni dans le présent, et ni dans le futur. De plus, cela rappelle le siècle oublié dont toute trace a disparu, excepté les poneglyphes. Plus encore, le Bajrangun du Gear 5 de Luffy, nommé d'après Hanuman, le dieu singe hindou, ayant tenté de manger le soleil. Hanuman a mis le feu à Lanka, la cité du roi démon Ravana, perchée sur une montagne de plusieurs kilomètres de haut, rappelant une certaine Marie-Joise. Pour combattre Hanuman, on a dû utiliser le Brahmastra, une arme qui n'a pas pu le tuer car il était spécial. En résumé, si je devais relier Mother Flame à une arme antique et une mythologie, ce serait probablement Uranus et les mythes hindous, avec le Brahmastra, une arme de destruction capable d'effacer l'existence elle-même. Ok, bon alors là normalement à ce stade-là, vous savez tout de ce qui a détruit Lulusia et du pouvoir phénoménal qu'a Imu entre les mains. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le futur de cette arme. Alors venez avec moi, on va analyser tout ça. Pour ce faire, je vais procéder très simplement en 2 points. Je vais développer les raisons qui pousseraient Imu à détruire cette île et les conséquences qu'un tel événement aurait dans l'histoire. N'hésitez pas à commenter et à faire connaître votre propre avis. L'un des royaumes qui va inaugurer cette vidéo, c'est Kamabaka, le royaume d'Ivankov. Depuis la découverte et la destruction de Baltigo par Barbe Noire et le gouvernement, Kamabaka est devenu le QG de tous les révolutionnaires du monde entier, dont du plus recherché Monkey D. Dragon. C'est ici que leurs plus importants dirigeants se rassemblent, c'est aussi devenu le centre des opérations. En bref, Kamabaka est très important du point de vue des révolutionnaires actuellement. Alors quelles sont les raisons justifiant l'éradication complète de cette île? Assez simplement, c'est principalement pour la raison évoquée à l'instant, Kamabaka c'est le terrier des ennemis ultimes du gouvernement. Quel meilleur moyen de freiner la révolution que de porter un coup direct à leur leader, que ce soit Dragon évidemment, ou tous les autres chefs de l'armée révolutionnaire, aucun move ne serait plus ingénieux pour Imu pour endiguer la révolution portée par leur plus grand ennemi. Cette raison est donc parfaitement valable, mais la suivante l'est encore plus. En effet, c'est Sabo lui-même qui serait à l'origine de cette épée de Damoclès menaçant Kamabaka. Dans la première partie de cette vidéo, je vous disais que la disparition de Lulusia coïncidait que trop bien à la présence proche de Sabo, et que c'était probablement tout sauf un pur hasard. Je vous rappelle qu'Imu aurait absolument
absolument eu toutes les raisons valables pour cibler Sabo, quitte à détruire un pays entier pour lui. Sabo sait tout en fait de ce qui se passe à Marie-Joise. Il connaît l'apparence démoniaque des doyens, il les a vus assassiner le roi Cobra, mais surtout il connaît désormais l'existence d'Imu, l'entité siégeant sur le trône vacant de Marie-Joise, là où personne n'est censé s'asseoir. La présence d'Imu est un véritable scandale autant pour les alliés que pour les ennemis du gouvernement. Maintenant que Sabo est au courant et qu'il a mis au courant Dragon et Ivankov, ce n'est qu'une question de temps avant que l'information soit rendue publique par les révolutionnaires. Cet acte aura pour but et intérêt d'attiser la flamme de la révolution. Des démons contrôlent le monde depuis 800 ans, rendant factice la présumée égalité des rois prônée par le trône vacant. Une question existentielle se pose alors. Oui, il serait parfaitement logique qu'Imu cherche à se venger. Le problème est surtout comment vont-ils trouver la localisation de Kamabaka pour y mener à bien sa destruction. Eh bien, les chevaliers divins pourraient être sur le coup et trouver, après enquête minutieuse, l'emplacement de ce royaume. Après tout, c'est l'élite du gouvernement, n'est-ce pas? Mais j'ai une autre théorie qui vous fera voir Imu d'une façon différente. Et si, à travers la blessure infligée à Sabo lorsqu'il tentait de protéger Cobra, Imu l'avait maudit? Une malédiction propre au plus grand démon du monde actuel, une malédiction lui permettant de connaître précisément l'emplacement de sa victime, Sabo, quel que soit l'endroit où il se trouve. Une malédiction qui expliquerait alors pourquoi ce choix soudain de viser Lulusia, lieu qui accueillait Sabo en fuite. Cette blessure ne serait alors certainement pas anodine et aurait créé un lien entre Imu et Sabo, comme on pourrait le voir dans d'autres œuvres de fiction à l'image de Harry Potter et Voldemort, ou encore la blessure de Frodon par la lame de Morgul. Vous l'aurez donc compris, les raisons sont assez nombreuses et surtout je trouve assez pertinentes pour penser à l'éradication de Kamabaka. Mais alors, quelles en seront les conséquences? Soyons honnêtes, les pertes humaines seront minimes, voire quasi inexistantes si ce scénario en vient à devenir réel. Ça serait le moment parfait pour Dragon d'utiliser le pouvoir qu'il cache depuis plus de 25 ans maintenant en protégeant ses camarades, quitte à subir des dégâts importants. Cependant, leur QG, lui, serait détruit encore une fois. N'ayant désormais plus de poste de contrôle, les révolutionnaires se décideraient alors de passer enfin à l'acte. Depuis leur navire, ils se rendraient sur tous les pays révolutionnaires affiliés pour regrouper le maximum de force en prévision de la bataille finale. Plus concrètement, la destruction de Kamabaka, en plus de ne pas avoir l'effet escompté, précipiterait le plan d'action des révolutionnaires. Ils pourraient aussi et surtout se rendre sur Elbaf, accomplissant de nombreux objectifs comme retrouver Bonnie et Kuma, leur protégés, Lilith, le reste de Vegapunk, qui se ralliera du côté des révolutionnaires tout en rendant à Kuma son état normal. Et enfin, si les Mugiwara s'y trouvent toujours, Luffy et Dragon pourront enfin se retrouver après de très longues années. Concrètement, la destruction de Kamabaka ne fera qu'accélérer le processus de la révolution, avec un Dragon certes quelque peu affaibli d'avoir sauvé son équipe. Alors effectivement, cette théorie était plausible. La destruction de ce royaume peut être expliquée, mais ce n'est pas le seul. L'autre royaume pouvant subir le chaos et la désolation n'est nul autre que le royaume de Black Drum. Contrôlé et dirigé par Wapol, Black Drum est le fruit de la fortune colossale qu'il s'est fait avec son Wepo Metal. C'est en fait la seule chose que nous savons de ce royaume. Mais alors que fout-il dans cette vidéo? Ça va aller très vite, mais la raison pour laquelle il serait détruit par le gouvernement est assez évidente. Il est avec Sabo le seul et unique témoin de l'assassinat de Cobra par le Gorosei et Imu. Il a vu leur forme démoniaque, il a possiblement vu Imu et ses pleins pouvoirs et suite à cela, il a déserté son royaume pour échapper au possible courroux qui l'attend. Faut-il encore que le gouvernement sache qu'il est témoin? Certes, je pense personnellement que c'est le cas, mais même si ce n'est pas le cas, alors la disparition de Black Drum pourrait se justifier assez simplement par sa complicité d'évasion avec Vivi. Alors que la lignée royale d'Alabasta allait disparaître avec elle, qui allait être offerte au Tenryubito en tant qu'esclave, Wapol a débarqué de nulle part emportant avec lui la princesse d'Alabasta contre son gré. Là encore, c'est un grave délit qui pourrait justifier l'extinction complète de Black Drum, pensant peut-être que Wapol et Vivi se cachent là-bas dans ce royaume. En tout cas, si j'étais Imu, c'est ce que j'aurais fait, en particulier lorsque cette dernière a déclaré son désir de récupérer Vivi. Alors ok, mais quelles conséquences? Ben dit comme ça, pas tellement. Beaucoup moins que l'extinction de Kamabaka par exemple. L'impact majeur se ressentirait chez Wapol et même les autres rois. Pour la première fois, ils ne se sentiraient plus en sécurité puisque le danger vient de chez eux, du gouvernement. C'est un moyen parfait pour Imu d'affirmer sa position dominante sur l'entièreté du monde, ami ou ennemi. Personne ne résiste au jugement divin. La disparition subite de Black Drum plongerait le monde entier dans une folie paranoïaque, craignant que d'un instant à l'autre, ce soit leur royaume qui subisse le même sort.
Un peu dans le même gabarit que Black Drum, ce qui pourrait prochainement disparaître est l'une des 8 nations s'étant révoltée contre le gouvernement mondial. La révolution des 8 royaumes est un terme découvert pour la première fois au chapitre 1054 et désigne 8 royaumes affiliés au gouvernement mondial ayant pris la décision de se révolter, en particulier suite au présumé meurtre de Cobra par Sabo. Considérés comme héros d'après ces nations qui cherchent aujourd'hui à se joindre aux révolutionnaires comme ce fut le cas pour la regrettée Lulusia. Vous devez alors très bien imaginer pourquoi l'arme antique serait à nouveau utilisée contre l'un de ces royaumes. L'exemple. Détruire un royaume entier sans laisser de traces pour une révolte, c'est très clairement le meilleur moyen pour gérer ce trouble rapidement, mais aussi pour laisser un message aux autres royaumes voulant faire de même. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez que si vous décidez de vous ranger contre le gouvernement, vous vous exposez à un sort absolument terrible et sans la moindre once d'hésitation. Surtout que depuis le message de Vegapunk, le monde sait que la disparition de Lulusia et l'augmentation du niveau de la mer est due à une arme antique. Il ne faudra pas longtemps pour qu'ils comprennent que leur utilisateur n'est autre que le gouvernement lui-même, ce censé les protéger. Et de toute façon, si Lulusia n'a pas été détruit à cause de Sabo, alors il a été détruit à cause de la Révolution. Mars et Mercure confirmaient au chapitre 1086 que l'utilisation de l'arme antique sur cette île serait un excellent moyen et un excellent exemple de gérer les premières observations de révolte contre la monarchie. Concernant les conséquences, les conséquences elles sont déjà toutes trouvées et expliquées. La peur. Détruire un ou plusieurs pays de cette grande révolte est le meilleur moyen de décourager les révolutionnaires en herbe. La pression psychologique est trop forte. Certains voudront peut-être se lever contre cette injustice et se battront pour leur vie, mais la majorité vivra dans la peur, dans la crainte d'être le prochain sur la liste. Cette conséquence ne se ressentira pas vraiment sur la trame principale de One Piece, les Mugiwara n'en seront pas affectés. Par contre, les révolutionnaires, eux, en subiront de terribles conséquences. Bon, il est temps de parler du sujet principal de l'île qui m'intéresse le plus. En étant honnête, c'est aussi et surtout en pensant à elle que l'idée de cette vidéo m'est venue. Elbaf, le royaume des géants, la terre des plus grands guerriers ayant foulé le monde. Après de longues, très longues années d'attente, nous avons la chance depuis quelques mois de découvrir cette contrée à couper le souffle. Contrairement à toutes les autres îles citées jusqu'à présent, celle-ci est bien spéciale car en plus d'avoir une histoire chargée directement inscrite dans le lore principal de One Piece, elle accueille aujourd'hui les Mugiwara. Bien que ce ne soit qu'une théorie, découvrez les raisons qui pourraient mener à l'utilisation d'une arme antique sur Elbaf, le pays de la guerre. Et les raisons, elles sont multiples. Tout d'abord, c'est important de se rendre compte que le gouvernement sait que les rescapés d'Egghead sont allés en direction d'Elbaf, ce qui sous-entend qu'ils savent normalement que Luffy, le nouveau Joy Boy, s'y trouve. Pour vous convaincre, c'est assez simple. Elbaf est l'une des îles les plus proches d'Egghead et les Mugiwara, accompagnés de l'équipage des pirates géants, se sont dirigés vers le nord-est, direction d'Elbaf. Donc, c'est un rare avantage qu'ils ont là, savoir à l'avance où se trouvent les Mugiwara est une chance, surtout quand on connaît le danger que représente Luffy pour eux, lui qui est la réincarnation de leur plus grand ennemi, Joy Boy et Nika. Sans oublier Bonnie qui a le contrôle total et absolu sur les pacifistas grâce à Vegapunk, un atout qui lui permet, d'après Venus Juro, d'éradiquer des royaumes entiers. Justement, en parlant de Nika, plus l'arc d'Elbaf avance, plus nous découvrons la part d'histoire énorme reliant les géants à ce dieu soleil apparaissant pour détruire le monde. Avec ça en tête, plus le fait que Dory et Brogy soient venus sauver les Mugiwara sur Egghead des griffes du Gorosei, fait de la contrée d'Elbaf davantage un ennemi qu'un allié du gouvernement. Et soyons honnêtes, quel meilleur moment pour attaquer et effacer Elbaf que maintenant? De ce que nous découvrons de chapitre en chapitre, Elbaf n'a jamais été autant affaibli que maintenant, et ce sur bien des aspects. La nouvelle génération a renoncé à la violence, souhaitant davantage une vie pacifique. C'est une excellente chose bien sûr, mais aux yeux du gouvernement, ça peut aussi représenter une brèche à exploiter. Preuve en est avec le chapitre 1137, les chevaliers divins ont été envoyés sur place pour recruter Loki au sein de leur rang et espérer récupérer les pouvoirs d'Elbaf. Nous ne savons pas encore tous les secrets que cache cette île, mais si Big Mom disait vrai, alors une alliance avec les géants permettrait de vaincre n'importe quel grand pirate. Que fera le gouvernement s'ils n'y parviennent pas? Que fera le gouvernement si Loki ne veut pas s'allier à eux? Du chantage, exactement ce qu'ils font en menaçant son loup, compagnon depuis plusieurs dizaines d'années. La prochaine fois, ils ne s'en prendront non pas à un animal de Loki ou à Loki lui-même, mais à Elbaf dans sa globalité. Comme je le disais plus tôt, maintenant, le gouvernement a ce qu'il faut. Ils ont la Mother Flame et peuvent alimenter comme bon leur semble l'arme antique ayant détruit Lulusia. Et puis, pour finir, le scénario. Oda peut faire autant d'arcs qu'il veut, aussi différents les uns des autres, ils sont tous reliés par une chose, le scénario. Chaque arc se voit être composé d'un antagoniste à vaincre ou d'un danger à échapper. Or, et pour l'instant, nous n'avons pas de véritable ennemi sur Elbaf, chose qui changera inévitablement d'ici la fin de l'arc. Il y aura un danger, et ce danger pourrait venir du ciel, car encore une fois, et comme dans chacun des arcs de One Piece, un risque de destruction plane sur les royaumes. Le noir risquant de s'écraser sur l'île des hommes poissons, l'explosion et la destruction
l'explosion d'une partie de Punk Hazard, de la Birdcage de Dressrosa, l'explosion du Tamatebako de Whole Cake Island, Onigashima et ses bombes allant s'écraser sur la capitale des fleurs, et bien sûr Egghead ayant fini en ruine suite à la guerre et au Buster Call. Et tout ça, ce n'est qu'après Ellipse, je ne vous ai pas cité Alabasta, et n'oublions pas que dans l'histoire de One Piece, un ennemi se prenant pour un dieu et détruisant une île entière avec ses pouvoirs a déjà été montré, et les Mugiwara eux-mêmes l'ont d'ailleurs vécu. C'est Ener qui détruit Skypiea. Alors oui, toutes ces raisons me mènent à penser que la menace de la destruction peut vraiment peser sur Elbaf. Mais alors quelles en seront les conséquences? Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y aura un peu moins de conséquences que sur les précédentes destructions. En fait, une arme antique pourra bien être utilisée sur Elbaf, ce pays ne subira pas le même destin que l'Ulusia pour la simple et bonne raison, bien qu'il est protégé par l'arbre d'Adam originel, le plus grand de tous. Cet arbre est absolument légendaire, malgré les guerres, jamais il ne disparaîtra totalement, d'où la réputation de robustesse des bateaux construits dans ce même bois. Alors oui, il y aura des dégâts, oui, ils sont inévitables, mais contrairement à n'importe quelle autre île, Elbaf ne sera pas rayé de la carte pour aussi peu. Cependant, l'arbre d'Adam en prendra un coup, et nous pouvons facilement imaginer que la partie supérieure, aussi appelée Paradis, soit entièrement détruite. La partie centrale, le Royaume du Soleil, risque aussi très clairement d'être touchée, et si c'est le cas, alors il faudra espérer que la bibliothèque du hibou soit épargnée afin qu'elle ne subisse pas le même sort qu'Ohara. Finalement, les conséquences de cette destruction pourraient faire qu'Elbaf ne s'étendrait non plus sur 3 niveaux, mais sur un seul, le Royaume des Morts. Les Enfers, réputés comme étant la zone la plus hostile d'Elbaf et la seule accessible aux humains, seraient désormais la seule vraie Elbaf, tous vivraient au même endroit, effaçant ainsi les frontières au sein du même pays. L'autre conséquence, au-delà de la refonte du pays, c'est que cela concrétisera l'alliance entre les géants et les Mugiwara. Il y a encore une guerre à mener, une guerre contre le gouvernement. Cette tentative de détruire Elbaf va renforcer le sentiment de haine envers le gouvernement. Il sera temps, plus que jamais, de mettre fin à cette guerre qui dure depuis 900 longues années. Alors ok, c'est bon, j'ai parlé de toutes les îles qui me semblent être menacées ou du moins victimes de l'arme antique détenue par Imu. On pourrait s'arrêter là, mais j'ai décidé de vous faire participer exceptionnellement. Je vous ai demandé sur YouTube de me poser toutes vos questions autour de ce même sujet qui est l'arme antique d'Imu et la destruction de l'Ulusia. Ainsi, vous participez avec moi à rendre cette vidéo encore plus complète. Bonjour Goji et tout le monde. Cette fameuse arme accouplée à Mother Flame, est-ce vraiment une arme antique du passé ou est-ce une arme antique créée dans le présent? J'aurais trop aimé avoir la réponse de Vegapunk à ce sujet comme bien d'autres. On est beaucoup mon ref. Alors je trouve ta question vraiment pertinente parce qu'on sait que c'est une arme antique et donc par extension ancienne, du passé. Mais pour le coup on n'a pas vraiment la certitude qu'elle vienne vraiment d'il y a 800 ans. Au chapitre 1116, Vegapunk dit bien que la flamme qu'il a créée a servi à l'activation d'une arme antique. Il précise cependant pas si c'était une arme déjà présente à l'époque. Il se peut parfaitement qu'Oda nous ait lâché un petit brain, une petite feinte, et qu'en réalité cette arme a été construite récemment et ne vient pas du passé. Cependant, ça ne nous viendrait pas à l'esprit instinctivement puisque à ce moment-là, Vegapunk parlait des 3 armes d'un ancien temps. On peut quand même imaginer que, à l'instar de Pluton, cette arme antique puisse être recréée avec les technologies adéquates et que le gouvernement s'est basé sur des anciens plans pour la recréer 800 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, je trouve vraiment que cette question mérite de se poser. Salut Goji, pourquoi l'arme utilisée par Imu serait forcément une arme antique et pas une reproduction encore plus dévastatrice? Par conséquent, l'arme antique qui correspondant serait toujours quelque part sur Grand Line. Si je suis plutôt d'accord avec toi pour dire que c'est possiblement donc une reproduction, je ne pense pas qu'elle soit pour autant plus dévastatrice. J'entends par là que l'éradication d'une île comme l'Ulusia, aussi incroyable que ça puisse paraître, ne fait que s'inscrire dans les compétences primaires d'une arme antique. Je prends Pluton comme exemple, déjà Crocodile sur Alabasta révélait que cette arme était capable de détruire une île sans laisser de traces. Alors bon, il faut quand même avouer qu'il y a une très belle trace à l'emplacement de l'Ulusia désormais. Mais voilà, on n'a jamais véritablement vu une arme antique en pleine œuvre de destruction, pourtant l'Ulusia est la parfaite preuve de ce qu'elles sont capables de faire. Et pourquoi pas un vaisseau City Destroyer comme dans le film Independence Day? On sait que l'ancien royaume possédait une technologie assez futuriste grâce à l'arc d'Egghead. Première fois que je mets un commentaire et hâte de voir cette vidéo, merci mon ref. Alors pour être tout à fait honnête, je pense aussi que ça peut être un ovni, un objet volant non identifié. Prenons du recul 5 minutes. Vous vous rendez compte de l'arc qu'on a eu tout juste après l'utilisation de cette arme là? Un arc sur la technologie, un arc avec des fusées, une histoire de satellite avec les Vegapunk et avec le Gorosei dont la traduction littérale signifie les 5 étoiles. Ener a visité la Lune qui était peuplée de pirates de l'espace et les planètes du système solaire de One Piece s'élèvent au nombre de 7 en comptant la Terre elle-même. Pardon, mais je trouve ça vraiment difficile d'être totalement contre l'idée que cet engin venant du ciel, alimenté par une énergie nucléaire, n'ait pas des origines extraterrestres. Quand on sait que le peuple lunaire de Bilka a un jour migré vers la Terre, on ne peut pas être sûr qu'ils n'ont pas apporté avec eux cette forme de technologie. Et comme tu le dis très bien, l'ancien royaume était technologiquement bien plus avancé que Egghead
Alors oui, vous savez quoi? C'est totalement possible qu'Uranus, dieu du ciel et des étoiles, soit la seule arme antique extraterrestre de One Piece et qu'elle ait la forme d'une soucoupe volante. C'est vraiment l'une des théories que je classe dans les plus probables concernant cette arme et sûrement même ma préférée. Yo Goji, merci pour ton travail de qualité, merci à toi bro pour ton message. Penses-tu qu'il y a eu un inventeur durant la période du siècle oublié qui était l'équivalent du docteur Vegapunk et auquel cas il serait le créateur de l'arme antique utilisée par le gouvernement mondial et peut-être du robot de fer? Ah bah là frérot, c'est sûr et certain et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y avait pas qu'un seul inventeur comme ça. Regardez actuellement dans One Piece, Vegapunk est le plus grand de tous mais quand on pense aux autres membres des Mads par exemple comme Juge, Queen et même Caesar Clown, bah ça reste également de véritables génies dans leur domaine. S'ils avaient mis leurs connaissances en commun pour un grand projet, ils auraient atteint des sommets inaccessibles individuellement, bien que Vegapunk soit le plus intelligent de tous. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ancien royaume devait avoir une équipe de scientifiques comme les Mads, mais unis, solidaires, ensemble pour une vie plus radieuse. L'inverse des Mads en fait en somme, plutôt quelque chose à l'image de Vegapunk avec ses satellites, mais chaque personnage serait différent avec une spécialité scientifique bien précise. De toute façon, pour qu'un royaume ayant littéralement régi le monde puisse avoir une telle technologie, c'est que les scientifiques de l'époque ont mis au point les plus grandes créations que Vegapunk lui-même n'osait imaginer. Salut Goji, ça te paraîtrait réaliste une production industrialisée de Mother Flame afin de dupliquer l'arme par ému? Et en vrai, si ça arrive, comment stopper plusieurs attaques de ce type en même temps? Écoute, avec York, leur possession actuelle de Mother Flame et les connaissances scientifiques du gouvernement en général, j'en serais strictement pas étonné. J'irai pas jusqu'à dire que l'arme antique ayant détruit l'Ulusia sera reproduite à l'exactitude, mais peut-être des versions légèrement moins puissantes qui permettront quand même la destruction de certains royaumes, tandis qu'ils seront alimentés par des fragments de Mother Flame. Et après, rappelons quand même que l'Ulusia a été détruit qu'avec un fragment de Mother Flame justement, donc ça pourrait être suffisant pour éradiquer des îles entières, quand l'utilisation de la vraie Mother Flame entière pourrait détruire une des 4 mers de One Piece, East Blue, West Blue, North Blue, même South Blue. C'est très probablement quelque chose qui va arriver, je l'imagine parfaitement et malheureusement, je ne vois pas comment ça peut être stoppé si ce n'est de sauver les citoyens autant que possible. À ce moment-là, quand le chaos se répandra sur les mers lors de la guerre finale et de l'utilisation des armes antiques, l'une des missions principales sera de sauver l'humanité, sauver les victimes de cette guerre, justifiant par ailleurs l'existence d'arches dans One Piece comme l'arche de Noah, équivalent de l'arche de Noé, symbole du sauvetage de l'humanité pendant le déluge. Donc hélas, je ne pense pas qu'on pourra stopper ces attaques, mais simplement gérer les dégâts collatéraux du mieux possible. Salut Goji, est-ce que tu penses que le trou à Enies Lobby aurait été causé par l'arme antique utilisée pour l'Ulusia? Bien que rien ne soit confirmé, on a vraiment actuellement toutes les raisons de le penser. Surtout qu'Enies Lobby a la drôle de particularité d'être toujours ensoleillé, comme si le temps s'était distordu ou déréglé là-bas, tant la puissance utilisée pour détruire l'île qui s'y trouvait était immense. C'est peut-être le résultat de l'utilisation de Mother Flame à pleine puissance d'ailleurs, ou du moins de l'énergie antique équivalente recherchée par Vegapunk. Donc oui, je dirais que pour le moment, c'est la théorie la plus probable, très clairement. Comme vous l'aurez constaté, cette arme antique n'a pas fini de dévoiler ses secrets, et malgré la longueur de cette vidéo, nous sommes très loin d'avoir percé les mystères qu'elle cache. Mais à votre tour, dites-moi ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur mes observations, mais aussi sur ce sujet bien précis de l'utilisation d'une arme antique par Imu. Quelle sera la prochaine île détruite par le roi du monde? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout likez pour le travail effectué sur cette vidéo afin d'aider au référencement. Merci à tous, vraiment, c'est la meilleure des récompenses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les bros. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace.